Lors de sa récente visite en Turquie, le chef de l'État a accordé une série d'audiences. Le président Alassane Ouattara a échangé avec des opérateurs économiques. C'était en marge du forum économique ivoiro-turc tenu à Istanbul, la capitale de la Turquie. La 10e Assemblée générale des raffineurs africains s'est tenue à Cape Town, en Afrique du Sud. Les participants ont exploré les voies et moyens pour accompagner l'Afrique dans son processus de développement. En Suisse, le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Nyenema Coulibaly, a présenté le rapport de la Côte d'Ivoire relatif à la mise en œuvre du pacte international sur les droits civiques et politiques. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce 23h. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, était récemment en visite officielle en Turquie. Au cours de son séjour dans ce pays, le président de la République a accordé des audiences. Il a reçu des opérateurs économiques. C'était en marge du forum d'affaires ivoiro-turc tenu dans la capitale Istanbul. Abiba Dambélé Saoué nous fait part de ces échanges. Le président d'Exim Bank Turquie a été la première personnalité à être reçue par le chef de l'État en marge du forum d'affaires Côte d'Ivoire-Turquie. Son institution s'est dit disposée à aider la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines, notamment l'agro-industrie, la construction, les transports, le commerce et le tourisme. Nous allons parler de ce dont il faudrait à la Côte d'Ivoire pour assurer son développement économique et social. On sait aujourd'hui qu'en Afrique, l'une des orientations, c'est que les pays réduisent au maximum leur dépendance par rapport aux ressources naturelles. Et là, en particulier dans le cas de la Côte d'Ivoire, on a un véritable exemple de diversification de l'économie. En ce qui concerne la Turquie, notre objectif n'est pas de chercher à vendre des biens et des services, mais à partager notre expérience avec un pays frère. M. Mita Yegun est le président de l'Association des entrepreneurs turcs. Association forte de 140 membres, son organisation souhaite investir en Côte d'Ivoire. Le président de la République ivoirienne a exprimé son souhait de travailler avec les compagnies turques en vue des investissements sur le territoire ivoirien. Monsieur le Président a précisé que leur association qui compte à peu près 140 membres est disposée à collaborer avec la Côte d'Ivoire sur la construction de tous les immeubles, des barrages, des hôpitaux et donc des infrastructures. Le patron du groupe Limak, Nia Ozdemir, se lance à la conquête du marché ivoirien. Son projet concerne une cimenterie d'une capacité de 1 million de tonnes et ce projet est en pleine réalisation. Nous sommes en train d'attendre les permis. Et donc le président de la République nous a dit que ces permis seront obtenus jusqu'à fin avril. Nous allons investir 50 millions de dollars dans ce projet. Avec, dans un premier temps, 100 personnes qui seront recrutées. Et nous avons déjà pris cette décision et les démarches sont en cours. Et je crois que c'est dans 10 mois que ce projet sera achevé et cette usine commencera ses activités. Le dernier investisseur à être reçu par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est le président de Souma, M. Selim Bora, constructeur dont le groupe a à son actif de grands projets. Nous sommes le constructeur des centres congrès à Dakar, où on a fait le francophonie il y a 3 mois. Et nous sommes aussi le constructeur de centre congrès à Malabo, à Sipoko, pour Guinée équatoriale, pour le sommet de l'Union africaine. Alors on a parlé un petit peu comment on peut réaliser un projet ensemble à Côte d'Ivoire. Et le président a été très content de rencontrer notre société ici en Turquie. Alors on parle des possibilités, comment réaliser ce projet ensemble. Tous ces opérateurs économiques ont relevé leur grande admiration pour le président de la République, dont les actions de bâtisseurs ont dépassé les frontières ivoiriennes. Tenue de la 10e Assemblée générale de l'Association des raffineurs africains, c'était à Cape Town, en Afrique du Sud. La rencontre a permis aux participants de tabler sur les voies et moyens pour accompagner l'Afrique dans son processus de développement. Jean-Jacques Kwame.
Développement du capital humain, formation et employabilité des jeunes dans le secteur, dotation en infrastructures modernes par des investissements massifs, voilà les grands défis à relever par l'industrie africaine du raffinage pour faire face à la croissance économique et démographique du continent. L'enjeu est de pouvoir continuer à fournir au marché africain des produits pétroliers tant en qualité qu'en quantité dans les prochaines années. Autre actualité qui a dominé cette 10e Assemblée générale, la chute des cours du pétrole qui aujourd'hui est estimée à environ $50 le baril. L'analyse du secrétaire exécutif de l'ARA. Comme les raffineries, ce sont des sociétés, je dirais, socialement responsables. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, nous sommes un petit producteur de pétrole. Nous sommes, disons, attachés en tant que société socialement responsable à ce qui se passe au niveau du portefeuille des consommateurs. Donc la baisse du pétrole, nous pensons au niveau du raffinage africain, c'est à ce type-là que je parle, est une bonne chose. Mais en ce qui concerne, on va dire, les pays producteurs de pétrole, qui sont exportateurs de pétrole brut, pour eux, ce n'est pas une bonne chose parce qu'on se rend compte que dans les pays pétroliers, la manne pétrolière sert à financer beaucoup de programmes sociaux. Cette 10e Assemblée générale dénommée Arawic a vu la reconduction du secrétaire exécutif l'ivoirien Joël Dervin et du président en exercice, le Gabonais Pierre Redono Ndiaye, pour un nouveau mandat d'1 an à la tête de l'ARA. Des innovations sont en vue pour cette nouvelle mandature. Il n'y aura plus cette distinction entre membres et membres associés. Parce qu'à l'origine, les membres étaient les raffineurs et les membres associés, ceux qui n'étaient pas dans le raffinage, mais dans le stockage, la distribution et l'importation des produits. Aujourd'hui, il y a une cohésion au niveau de l'ARA, et ce qui traduit effectivement l'évolution de l'ARA, c'est-à-dire que l'ARA va de plus en plus s'ouvrir vers le monde pétrolier aval, en dehors du raffinage. Cette année, 532 délégués venus des 4 coins du continent et d'Europe étaient présents à cette 10e Assemblée générale de l'ARA. Pour 2016, l'ARA a donné rendez-vous aux délégués à Marrakech, au Maroc. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, vient d'abriter la réunion plénière de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, un conclave pour réviser l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif. Les explications d'Elias Adou et Hugues Hervé-Bly. L'accès au financement, un obstacle majeur aux activités économiques des États membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Afin de régler définitivement ce problème, une réunion plénière des commissions nationales de l'OHADA se tient à Abidjan pendant 2 jours. Elle précède la 39e réunion du Conseil des ministres dont la Côte d'Ivoire assure la présidence. Pour Nyenema Mamadou Koulibaly, président du Conseil des ministres de l'OHADA, les travaux de révision permettront de rendre accessibles les financements dans les États membres. S'agissant d'une révision ciblée de l'acte uniforme, il est attendu des experts membres des commissions nationales OHADA qu'ils contribuent à la mise au point d'un projet définitif et consensuel qui puisse être présenté à la toute prochaine réunion du Conseil des ministres. La révision de ce texte est de la toute première importance dans le cadre des réformes en cours visant à promouvoir le climat des investissements dans la zone OHADA. Avec des outils juridiques clairs, efficaces et adaptés au traitement de l'insolvabilité, les commissions nationales doivent jouer pleinement leur rôle dans cet important processus. Nous avons à l'OHADA un texte sur le sujet, mais ce texte n'est plus adapté aux réalités d'aujourd'hui. La plupart des entreprises qui sont en difficulté sont liquidées. Ou alors il y a des entreprises qui doivent de l'argent à pas mal de personnes, mais qui ne sont pas du tout liquidées, mais qui sont là et qui constituent finalement des poids morts pour l'économie. C'est un danger. Donc il faut trouver un moyen pour assainir ce secteur de fonctionnement des entreprises. Ce projet de révision de l'acte uniforme a été rédigé par une trentaine d'experts des 17 États membres de l'OHADA. Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques était récemment face au Comité des droits de l'homme en Suisse. Mamadou Nyenema Koulibaly a présenté le rapport de la Côte d'Ivoire sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civiques, un pacte que le pays s'est engagé à implémenter pour la première fois en 1992. Lansina Ouattara.
Devant le comité des droits de l'homme, lors de ce passage de la Côte d'Ivoire à Genève en Suisse, Nyenema Mamadou Coulibaly, garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, a souligné les différents points en matière de défense des droits de l'homme et des libertés depuis la période post-multipartisme. Les efforts déployés par notre pays pour donner effet aux droits reconnus par le pacte se poursuivent depuis lors. Le cadre normatif et institutionnel, tout comme des mesures de politique générale, ont connu des avancées significatives dans divers domaines, notamment la promotion de l'égalité du genre, la protection des personnes vulnérables, l'identification des personnes vivant en Côte d'Ivoire, le relèvement du système judiciaire et pénitentiaire. Plusieurs initiatives mises en place dans le cadre de la promotion des droits de l'homme et de l'égalité des sexes ont été également expliquées. Nous nous sommes engagés pour rendre efficace la lutte pour le genre, de scolariser au maximum la jeune fille. Vous le savez, le gouvernement est en train de rendre gratuit la scolarisation et obligatoire la scolarisation jusqu'à 16 ans, ce qui permettra aux jeunes filles de déjà avoir des faveurs, de pouvoir éclore en tant que capacité ou en tant qu'experte dans certains domaines. Avec quelques observations du comité invitant à poursuivre les réformes pour répondre aux exigences du pacte ratifié par la Côte d'Ivoire en 1992, le ministre Nyenema Mamadou Coulibaly s'est dit confiant quant aux prochains examens. La Côte d'Ivoire a d'ailleurs reçu les félicitations du comité d'experts, mais aussi le soutien du Maroc et du président du Conseil des droits de l'homme au cours de cet exposé. Comment la Côte d'Ivoire fait-elle face à la cybercriminalité, cette infraction pouvant se traduire par la fraude à la carte bancaire, l'arnaque à la webcam ou encore le vol de comptes mobiles? À travers le ministère des Technologies de l'Information et de la Communication, le gouvernement ivoirien a opté pour le renforcement du cybersécurité dans le pays. Alexis Ouedraogo nous en parle dans le grand format de la rédaction. 2014. 2 jeunes Français se suicident sous la menace de cybercriminels ivoiriens. Ils sont victimes de l'arnaque à la webcam. Cette même année, près de 400 plaintes de cyberescroquerie sont répertoriées. Le montant des préjudices est estimé à plus de 5 milliards de francs CFA. Le gouvernement ivoirien retrousse ses manches. Les coupables sont identifiés et interpellés. Un objectif vigoureux assigné, sécuriser le cyberespace ivoirien. Parmi les plus célèbres arnaques sur la toile, c'est la webcam. Les vidéos compromettantes sont enregistrées et utilisées comme pièce de chantage pour la victime. Un jour, M. Quadio reçoit l'ajout d'une personne qu'on va appeler Philomène. Philomène lui demande de l'ajouter à sa liste de contacts. M. Quadio accepte. Un jour, Philomène lui dit « Ok, je souhaiterais qu'on échange via la webcam, qu'on se voie ». Derrière, Philomène a un logiciel qui lui permet, si tu veux, de faire une simulation. Voilà, une vidéo déjà préenregistrée. Et M. Quadio, là, va croire qu'il s'agit d'une personne réelle. Maintenant, Philomène, pendant le chat, va lui dire « Est-ce que tu peux te mettre nu ?» M. Quadio se met nu, se laisse avoir. Et pendant ce temps, là-bas, Philomène procède à des enregistrements. Selon la direction ivoirienne de l'informatique et des traces technologiques, au-delà de l'arnaque au sentiment, la cybercriminalité concerne aussi l'organisation de fausses loteries, les fraudes sur les cartes bancaires, les SMS de fausses promesses d'emploi ou d'immigration et de plus en plus d'arnaques liées aux services de paiement par téléphone mobile. Les moyens de paiement mobiles sont en train de se généraliser. Nous recevons beaucoup de plaintes de personnes, d'Ivoiriens, qui voient leur crédit disparaître, tout ça. Donc on a de moins en moins d'arnaques classiques et de plus en plus de petites arnaques liées justement à ces comptes mobiles. Si pendant longtemps les agressions étaient tournées vers l'extérieur, 60% pour la France, à ce jour, le ratio des victimes résidant en Côte d'Ivoire est de plus en plus important. Pour donc protéger les usagers des technologies de l'information, le gouvernement s'est doté d'instruments théoriques et pratiques de lutte. Premier cité, la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité, un dispositif essentiellement répressif. Je peux vous assurer que cette loi permet aujourd'hui d'être très efficace en matière de lutte contre la cybercriminalité. Il y a quelques années, quand on parlait de cybercriminalité, il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de photo. Aujourd'hui, chaque fois que nous en parlons, nous montrons
des visages. La DITT a été mise sur pied avec des services spécialisés chargés des infrastructures de télécommunications. Elle apporte une assistance technique aux services répressifs de la justice. C'est dans son sein que se trouve la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, PLCC. C'est vrai qu'ils arrêtent les cyber-escrocs qu'on appelle communément les brouteurs, mais ils font également de la prévention en expliquant comment se protéger, en utilisant les bons mots de passe, en évitant de cliquer sur des liens étrangers qu'on ne connaît pas. La PLCC a d'ailleurs mis en place un dispositif de plainte en ligne et dispose d'une page Facebook qui diffuse régulièrement des conseils et avis de recherche sur les escrocs identifiés. Le site permet également, à travers un moteur de recherche, de vérifier si un numéro de téléphone, un email ou encore un pseudo est impliqué dans une affaire de cybercriminalité. Ce qui a été fait, c'est justement d'essayer de contrôler ce phénomène, faire en sorte d'abord qu'il baisse ou alors qu'il se stabilise, et également beaucoup de coopération, d'enquête avec d'autres services de police. La sensibilisation est un volet important de la lutte. De nombreuses actions sont entreprises. Objectif, informer et former les jeunes à une utilisation licite des TIC. Les usagers des TIC sont toutefois exhortés à la prudence et à la vigilance. Quand vous n'avez pas d'antivirus sur votre ordinateur, vous vous exposez. Quand vous allez sur des sites que vous ne connaissez pas ou que vous répondez à des messages de personnes que vous ne connaissez pas, vous vous mettez vous-même en risque. Quand quelqu'un vous interpelle dans la rue et qu'elle ne vous connaît pas, vous vous méfiez un peu. Il faut avoir ce type de méfiance sur les réseaux, sur les réseaux informatiques et télécoms. Autre mesure prise pour renforcer les ressources humaines qualifiées dans le domaine, un établissement, les ATIC, a ouvert ses portes. Il se veut carrefour africain des TIC. Les ATIC, l'école supérieure en matière de formation des technologies de l'information, qui est mise en place, ça permet d'avoir les cadres qu'il faut pour ce pays. Pour l'heure, les efforts fournis par la Côte d'Ivoire en matière de lutte sont salués, même si beaucoup d'actions restent à faire, notamment la poursuite de l'identification des cybercafés et des personnes les fréquentant, ou encore le renforcement des moyens d'intervention des services en charge de la prévention et de la répression. Le gouvernement ivoirien veut prévenir les risques sanitaires dans la filière porcine. Il a formé à cet effet les opérateurs du secteur au fonctionnement des groupements de défense sanitaire. Lansina Bakayuku. Au dernier trimestre de l'année 2014, plus de 2000 têtes de porc ont été décimées par une épidémie à San Pedro. Si la maladie s'est vite propagée et causé un tel préjudice, la principale raison est que l'information sanitaire n'a pas été bien maîtrisée. C'est tout l'enjeu de la mise en place des groupements de défense sanitaire GDS, fortement soutenus par le gouvernement. Si nous mettons des GDS en place, ça va nous permettre non seulement de prévenir ces maladies, mais de les circonscrire lorsque ces maladies-là apparaissent le plus tôt possible pour éviter que ça se répande. L'atelier de formation a été initié par l'interprofession porcine en collaboration avec le projet d'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire, PASA HPV. Les 10 groupements de défense sanitaire vont ainsi pouvoir renforcer la relance de la filière porcine. Et cela passe par la maîtrise des risques sanitaires en élevage fondée sur une démarche préventive. Constitués d'éleveurs de porcs, de l'administration et de vétérinaires, les GDS ont obligation de contribuer à la détection précoce et surtout à la prise en charge des cas. En ce qui concerne la santé animale et la prévention également, nous devons pouvoir détenir des informations en temps réel, en heure, par nos groupements que nous installons, de telle sorte que nous puissions réagir le plus rapidement possible. Cet appui à la filière porcine entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet à la relance des filières agricoles, issu du contrat de désendettement et de développement CDD signé entre Yamoussoukro et Paris. Le cheptel porcin ivoirien est constitué d'environ 350 000 têtes pour 1500 éleveurs. Après 6 mois de formation, 1200 jeunes déscolarisés ont reçu leur certificat des mains du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle Moussa Dosso. Ils sont désormais aptes à affronter le marché de l'emploi. Soro Corona, Kader Sogodougou. 1200 jeunes déscolarisés, dont 58 ex-combattants, ont reçu leur certificat de fin de formation des mains du ministre Moussa Dosso et des responsables de l'ONIDI à Korogo. Pendant 6 mois, ces jeunes ont été formés dans 15 différents métiers adaptés aux besoins du marché de l'emploi.
Ces métiers donnent les moyens aux bénéficiaires de se tourner vers l'auto-emploi. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire, Proform. Les responsables de l'ONUDI ont rassuré le gouvernement ivoirien de son soutien à accompagner la formation professionnelle et surtout l'insertion des ex-combattants. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, a, au nom de l'État de Côte d'Ivoire, remercié l'ONUDI et son bailleur, l'Union européenne. Le ministre a exhorté les bénéficiaires à faire de cette formation un outil de réinsertion sociale et économique. Le projet Proform vise à contribuer à l'insertion professionnelle des formés. Ce projet est mis en œuvre dans 14 centres de formation. À ce jour, le programme a formé 3 703 personnes, dont 1 999 démobilisés. L'ONUDI compte former 2 500 ex-combattants à travers le projet Proform. En politique, le nouveau secrétaire départemental du Rassemblement des Républicains, le RDR de Tiébissou, vient d'effectuer sa rentrée politique. Sa mission, mobiliser les militants autour de la victoire du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain. Charles Tatou. La flamme militante du RDR est allumée dans la ville de Tiébissou. Cette chaleur militante qui habite désormais les inconditionnels du RDR de la localité est à l'actif d'un cadre de la région très engagé dont les actions en faveur de son parti sont connues de tous. Porté à la tête de la section locale, la vision du nouveau secrétaire départemental du RDR, Ousmane Bamba, outre le rayonnement de son parti, faire en sorte que les jeunes ruraux de Tiébissou se prennent en charge. J'ai dit à mes jeunes frères, ne réfléchissons pas, retournons la terre. D'où ces tracteurs-là. Il fallait leur donner un coup de main. Il fallait leur faire des prêts. J'ai dit, je veux 5000 tonnes de riz avant l'arrivée du chef de l'État. Normal pour les militants du RDR de réaffirmer par cette rentrée politique leur soutien au nouveau secrétaire départemental, mais surtout démontrer la vitalité de leur formation politique. Président de la cérémonie, le député de Koumassi, par ailleurs ministre de la fonction publique, Cissé Bakongo, y a effectué le déplacement avec une forte délégation composé de cadres de son parti et de leaders de mouvements de soutien issus des partis du RHDP, notamment Atour et Force 2015. Il a saisi l'occasion pour exhorter le nouveau secrétaire départemental au sens d'ouverture et d'humilité, afin de ramener les frustrés et permettre aux militants des autres partis de voter le président Alassane Ouattara aux élections de 2015. Nous avons vu sous les bâches que toutes les communautés étaient représentées. Les chefs des 110 villages qui constituent Tiébissou étaient tous là, sans contrainte. Je voudrais donc l'assurer du soutien du parti. Une visite des nouveaux locaux de la section du RDR a ponctué le meeting. Un mot de défense, plus de 200 élèves de l'École nationale des sous-officiers d'active ont été présentés récemment au drapeau. Ils intègrent ainsi les forces républicaines de Côte d'Ivoire après 3 mois de formation. Michel Nyakadi, Francis Boifou. Cette présentation au drapeau des 203 élèves de l'École nationale des sous-officiers d'active NSOA, dont 28 filles, est la preuve qu'ils peuvent désormais servir la nation en tant que soldats. Pour accomplir leurs différentes missions, le commandant école de l'ENSOA recommande l'union, la discipline et le travail. Des valeurs chères à l'armée, dit le ministre chargé de la Défense. Nous voulons des soldats modernes, disciplinés, comme notre devise. C'est ce que nous attendons de vous. Respect de l'autorité, respect de la hiérarchie militaire, respect du chef, respect de l'emblème et des consignes. Le président de la République a voulu que nous fassions de l'année 2015 l'année de la discipline dans les rangs. Nous y veillerons. Pour un meilleur fonctionnement de l'ENSOA, le ministre chargé de la Défense a annoncé que le gouvernement a décidé de la suspension durant 2 ans du concours d'entrée à l'École nationale des sous-officiers d'active. De jeunes caporaux et caporaux-chefs, ceux-ci, pour la plupart, ont été promus au grade de sergent. Nous allons donc permettre à l'ENSOA de les former au grade et au métier de sergent, permettant ainsi à l'école de respirer
et de pouvoir dans les 2 prochaines années reprendre son cycle normal. Des démonstrations et des défilés militaires ont marqué la présentation des 203 élèves de l'ENSOA devant l'emblème national. À l'étranger, les Nigériens ont voté massivement ce week-end pour choisir leurs dirigeants. Ils attendent ce soir le résultat d'une présidentielle très disputée. Les dépouillements se poursuivent et c'est très serré. Le président sortant Goodluck Jonathan et l'opposant Muhammadu Buhari sont au coude à coude selon des premiers résultats issus de 8 des 36 États de l'État du Nigeria et de la capitale fédérale Abuja. Et retour en Côte d'Ivoire, le droit à la synchronisation, c'est le thème d'un atelier de formation tenu récemment à l'Institut français, une activité qui se situe dans le cadre du cinquantenaire du cinéma ivoirien. Elle avait pour animateur principal l'avocat français Laurent Klein. Issa Yeo, Aboussanogo. La musique à l'image ou la musique de film. Il en a été question au cours d'un atelier de formation à la célébration du cinquantenaire du cinéma ivoirien. L'avocat Laurent Klein, venu de France, animant le thème le droit à la synchronisation, a permis aux professionnels de comprendre les droits liés à la diffusion d'une musique dans un film. Le droit de synchronisation peut aussi naître lorsque la musique est spécialement créée pour le film, pour l'œuvre. Dans ce cas, le compositeur de la musique de film sera un auteur du film au même titre que le réalisateur, le scénariste, l'auteur des dialogues. Il va rentrer dans l'équipe du film. Voilà. Donc on a 2 cas pour le droit de synchronisation, soit la musique préexistante, soit la musique spécialement composée pour le film. La 2e édition du Festival international de Balafon s'est tenue du 24 au 28 mars dernier à Abidjan. Il a réuni des experts africains et européens autour de la promotion et la valorisation du balafon. Thème choisi, balafon et valeurs humaines, balafon de la tradition à la modernité. Nous restons avec Issa Yeo et Abou Sanogo. Le balafon chromatique, facteur de cohésion et d'unité. Il permet d'allier tradition et modernisme. Pendant 4 jours, cet instrument fédérateur des sons de balafon a été mis en valeur au cours de la 2e édition du Festival Balafon à la Galerie d'Art Le Basquiat à la Riviera 2. Compositeur, je viens de Paris et je suis ici parce que j'ai composé une œuvre en fait pour balafon, un balafon qui dialogue aussi avec l'électronique pour le grand balafoniste Babanga Niek. C'est vraiment une richesse de balafon chromatique qui nous est présentée, qui fait une synthèse de tous les balafons qui existent en Afrique. Et on a appris là que chaque balafon en Afrique a un langage particulier et le balafon chromatique vient réconcilier tous ces balafons. Selon Babanga Niek, initiateur du Festival international de balafon, les activités sont destinées à la sensibilisation des populations à l'usage de l'instrument. Mettre en place un festival international de balafon, c'est important. C'est important pour nous parce que ça fait partie de nos activités dans la mesure où nous avons besoin de diffuser. Non seulement de diffuser nos œuvres, mais de sensibiliser. Pour la 2e édition, le message que nous voulons donner, c'est balafon et valeurs humaines. Nous voulons tout faire pour que la population comprenne que pratiquer du balafon, écouter du balafon, ce n'est pas vain. C'est aussi un prétexte pour remettre à l'ordre du jour les valeurs humaines, les valeurs de paix, les valeurs de respect mutuel, les valeurs de respect de l'aîné, de rassemblement. Au menu de cette 2e édition, des expositions, un colloque international, des ateliers et des concerts de balafon. Autour du thème diversité culturelle et développement local, la 11e édition du Festival international de la culture et des arts de Daokro, le FICAD 2015, a été lancé hier dans cette ville. C'est une initiative du Conseil régional de l'IFU, la mairie et la jeunesse de Daokro. Kone Pagasoro. Place Henri Konan Bédier de Daokro, cadre choisi pour la cérémonie officielle du Festival international de la culture et des arts de Daokro FICAD 2015.
Initié par le conseil régional d'Elifou, la mairie et la jeunesse de Daoukro, le FICAD est à sa 11e édition. Les responsables de ce festival entendent faire de cet événement le socle de la culture ivoirienne. Vous avez vu le Zaouli de Manfla, de la Grande Maraoué. Vous avez vu une troupe artistique du Bafing, du Touba. Vous avez vu une danse traditionnelle baoulée. C'est un peu ça le FICAD. C'est poser le brassage des cultures et des peuples. Présent, le ministre de la Culture et de la Francophonie salue l'initiative. En instituant ce festival, cette équipe de jeunes enthousiastes nous permettent de communier et de célébrer notre vivre ensemble dans la fraternité et dans la communion des cœurs. Le FICAD bénéficie également du soutien du président Henri Konan Bédié, représenté à la cérémonie par l'inspecteur général d'État, Nyamien Ngoran. Quand vous regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de manifestations de ce type, mais vous avez été un des tout premiers à organiser le FICAD qui a acquis ses lettres de noblesse. Diversité culturelle et développement local, thème retenu cette année par les organisateurs du FICAD. Après les allocutions, la coupure symbolique du ruban, la visite des stands, autorités, élus, cadres, organisateurs du FICAD ont rendu un hommage au président Henri Konan Bédié, autorité morale du FICAD 2015. Débuté le 27 mars, le Festival international de la culture et des arts de Daoukro prendra fin le 5 avril prochain. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur RTI 1.